Bonjour et bienvenue sur cette édition de Chronique du monde arabe du lundi 3 octobre 2016, chronique hebdomadaire diffusée par Radio Escapade, la radio française de Copenhague, et qui tente de rapporter en moins de 10 minutes des événements de la semaine dans le monde arabe qui n'ont pas ou peu été traités par la presse française. Nous commencerons cette semaine au Maroc, où le royaume chérifien a connu une actualité économique particulièrement chargée, avec la signature d'un partenariat entre Boeing et le roi du Maroc, sur le modèle de Renault et Bombardier, qui ces dernières années ont ouvert des usines à Tanger et à Casablanca. Boeing souhaite investir dans le pays et va demander à 120 de ses sous-traitants de s'implanter dans la zone industrielle de Tanger, pour un contrat espéré d'1 milliard de dollars qui mobiliserait 9000 emplois. À noter que le secteur de l'aviation est en croissance constante dans le pays, puisqu'il aurait doublé ces 10 dernières années. Le Maroc qui connaît également une actualité politique, puisque l'on votera ce vendredi pour les élections législatives. 16 millions d'électeurs seront appelés aux urnes vendredi pour élire 395 députés. Les deux principaux partis sont ceux du parti islamiste le PJD, actuellement au pouvoir, et le parti libéral le PAM, parti Authenticité et Modernité, de l'homme politique Fouad Ali El-Himma. La campagne se déroule essentiellement autour des questions d'identité musulmane et des questions économiques, car le pays a enregistré une croissance assez faible cette année, 1,5% en 2016, contre 3 à 4% ces dernières années. Le troisième courant politique est représenté par les forces de gauche. Les difficultés économiques faisaient également l'actualité en Tunisie cette semaine, où le jeune nouveau Premier ministre Youssef Chahid, il n'a que 40 ans, a annoncé une série de mesures de rigueur dans le pays avec le gel de salaire de fonctionnaires qui représente actuellement 13,5% du PIB. Le pays espère officiellement 3% de croissance cette année contre 2,5% l'an dernier. Mais dans l'actualité tunisienne cette semaine, il n'y avait pas que ces annonces de mesures de rigueur, il y avait également l'annonce du programme du festival de poésie de Tozeur, donc l'actualité culturelle, qui se déroulera dans la ville du sud-ouest du pays entre le 24 et le 27 novembre prochain. Tozeur est une ville historique de production de grands écrivains et poètes tunisiens, dont d'ailleurs le poète le plus connu à l'époque contemporaine, Abou Qassem Chebbi. Et la ville s'apprêtera à recevoir des délégations venant de 13 pays avec un invité d'honneur cette année, les expériences et les écoles de poésie d'Europe du Nord. Des expériences de poésie qui continuent également au Yémen malgré la guerre. Un atelier culturel a été mis en place à partir de la capitale Sanaa. Il regroupe 70 intellectuels yéménites et étrangers, notamment des Belges, qui grâce aux réseaux sociaux échangent à travers le monde pour monter ensemble des projets de scénarios d'histoire destinés à être lus à la radio. On reste dans la région du Moyen-Orient, où un rapport du ministère de la Santé libanais est paru cette semaine concernant le cancer du sein. Le cancer du sein est une cause de cancer particulièrement répandue au Liban, avec officiellement 1800 nouveaux cas de cancer chaque année. Le cancer du sein représenterait actuellement 21% des cas de cancer au Liban, 40% chez les femmes. Alors dans un article qui est évidemment destiné à vanter la politique du gouvernement en la matière, il est signalé que l'État libanais autorise désormais un dépistage gratuit du cancer pour les femmes au-delà de 40 ans qui auraient eu un cancer dans la famille. 127 centres hospitaliers participent à une campagne de sensibilisation et en quelques années, c'est-à-dire en 5 ans à peu près, le nombre de diagnostics du cancer du sein à stade avancé serait passé de 2/3 des diagnostics à environ 35%. À quelques centaines de kilomètres du Liban, au Koweït, on débattait cette semaine sur les réformes fiscales et salariales à adopter en raison de la baisse des revenus dus au pétrole, dans un pays historiquement réputé pour être l'un des moins taxés au monde. Alors qu'un salaire minimum sur les employés de maison, fixé toutefois à 60 $ par mois, avait été adopté en juillet, le gouvernement cette semaine a annoncé son intention de réduire le rôle de l'État dans l'activité économique. Des annonces ont été effectuées pour augmenter les taxes d'eau et d'électricité pour les résidents étrangers. En revanche, le gouvernement a assuré que les fonctionnaires ne seraient pas touchés par ces mesures et la Cour administrative koweïtienne a dans le même temps décidé d'annuler l'augmentation des prix de l'essence qui avait été actée il y a un mois sur le modèle de mesures similaires prises en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Bahreïn et à Oman. Le budget de l'État du Koweït a été pour la première fois déficitaire cette année d'environ 15 milliards de dollars et ce déficit pourrait être doublé d'ici 2017, d'ici l'an prochain,
et atteindre 27 à 28 milliards de dollars. Les prix de pétrole qui ont baissé de moitié depuis juillet 2014 étaient également au centre cette semaine de projets d'investissement présentés en Algérie et en Irak. En Algérie, le gouvernement a annoncé un grand plan d'investissement de 120 milliards de dollars sur les énergies renouvelables d'ici à 2030. L'objectif est d'obtenir environ 27% d'énergie renouvelable à cette date, essentiellement, c'est-à-dire à plus de 80% grâce à de l'énergie solaire. La première centrale devrait commencer à être construite en Algérie avant la fin de l'année, donc pour obtenir 27% d'énergie renouvelable en 2030. L'énergie solaire qui était également au cœur du projet présenté par le gouvernement irakien de création de 12 centres de production d'énergie, essentiellement au centre et au sud du pays, puisque le nord et l'ouest sont actuellement en conflit. Si l'objectif est moins ambitieux que pour le projet algérien, puisqu'on parle environ de 4 fois moins d'énergie produite, certains doutent déjà de la capacité du gouvernement irakien à mener ce projet. Et au-delà d'un objectif économique réalisable à terme, on peut effectivement penser que ces opérations de communication, tant de la part du gouvernement algérien que irakien, sont également des effets d'annonce destinés avant tout à obtenir des fonds et des investissements internationaux. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Cette chronique prenait appui sur des articles parus cette semaine dans les journaux El Safir, El Sharq El Awsat, El Arab, El Quds et El Maghreb. Elle a été diffusée dans une émission de Radio Escapade, rédaction de la radio Vesterbro, écoutable à Copenhague sur 98.9 ou par podcast sur Internet. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.